Maître Benewende Stanislas Sankara reste à la barre de l'UNIR-PS. C'est l'une des grandes décisions du congrès extraordinaire qui s'est achevé aujourd'hui. Démission rejetée, c'est donc lui qui va conduire le parti de l'œuf aux prochaines élections. Ambiance et réaction dans un instant. Retour en classe dès demain pour plus de 800 000 élèves des classes d'examen. Une reprise dans des conditions particulières. Port de masque, lavage de mains, distanciation physique. Toutes les écoles sont-elles prêtes? Constat dans ce journal dans quelques établissements de la capitale. Le ministre de l'Éducation nationale est notre invité. La chenille légionnaire qui réapparaît dans le Poni en ce début de campagne agricole. Sa principale cible, les champs de maïs, et c'est un véritable cauchemar pour les producteurs qui redoutent de grandes pertes. Pour le moment, chacun tente de contrer le ravageur avec les moyens de bord. Constat à suivre. Bientôt, un satellite burkinabé dans l'espace. Une utopie, me direz-vous, mais pas du tout. Le projet du chercheur Frédéric Ouattara avance bien à l'université de Koudougou. Il vient de franchir une grande étape, la mise au point de la station au sol. Le satellite, lui, est en cours de réalisation, précision en fin d'édition. Voilà pour la une de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Mais tout d'abord, ce communiqué, le samedi 30 mai 2020, 2 attaques terroristes ont été perpétrées, l'une au marché à bétail de Compiègne-Biga, province La Compiègne, région de l'Est, la deuxième sur l'axe Foubé-Barsalogo, province du San Matenga, région du centre-nord. Le bilan provisoire de l'attaque lâche et barbare au marché à bétail de Compiègne-Biga est de 25 morts et de plusieurs blessés. L'attaque sur l'axe Foubé-Barsalogo, perpétrée par des groupes armés terroristes, a visé un convoi humanitaire de retour de Foubé après y avoir apporté des vivres aux populations. Le bilan provisoire est de 10 morts, 5 civils, 5 gendarmes, d'une vingtaine de blessés évacués au centre hospitalier régional de Kaya et des personnes portées disparues. Les forces de défense et de sécurité déployées sur les sites des 2 attaques assure l'évacuation des blessés et procède à des opérations de ratissage. Le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement invite les populations à se conformer au Conseil de sécurité et à collaborer pleinement avec les forces de défense et de sécurité. Je vous le disais en titre, Maître Benewende Stanislas reste finalement à la tête de l'UNIR-PS. Ainsi en a décidé le congrès extraordinaire qui rejette donc sa démission. C'est lui qui va conduire le parti de l'œuf aux prochaines élections et l'idée d'une coalition n'est pas écartée. Rasmani Zundi et Sekou Zongo. C'est une nouvelle qui n'aura duré que quelques heures. La démission annoncée de Maître Benewende Stanislas Sankara de la présidence de l'Union pour la Renaissance parti sankariste est rejetée par le congrès extraordinaire du parti. Nous, participants et participants au congrès extraordinaire de l'UNIR-PS, rejetons la démission annoncée du camarade président Benewende Stanislas. Ainsi, Benewende Stanislas Sankara est reconduit à la tête du parti et approuvé par les congressistes. Prenant acte des décisions du Congrès, le président et son équipe pensent déjà aux missions urgentes du parti. En attendant, je vous invite aux tâches et missions respectives les plus urgentes qui sont, entre autres, réussir les élections de 2020, préparer le 20e anniversaire du parti, produire les mélanges dédiés au président Thomas Sankara et réussir la journée d'hommage que nous allons dédier aux anciens compagnons du camarade président Thomas Sankara. Et à quelques mois des élections couplées de novembre 2020, Benewende Stanislas Sankara, face aux congressistes, ne regrette pas l'alliance de son parti à la majorité présidentielle. Mais l'UNIR-PS présentera-t-il un candidat ou pas? Selon les responsables du parti, une commission annoncera prochainement la conduite à tenir. En attendant, le tandem UNIR-PS-MPP assure une stabilité institutionnelle du Burkina de l'avis du président de l'UNIR-PS. C'est bien parce que les institutions fonctionnent qu'il se trouve des Burkinabés pour critiquer l'action gouvernementale.
C'est bien parce que la stabilité institutionnelle est gage de vie démocratique assainie qu'il se trouve des revendications tous azimuts tendant à l'amélioration de l'existant. Et c'est bien parce qu'il y a la stabilité institutionnelle que des Burkinabés jouissent béatement de leur liberté. Ce congrès extraordinaire qui a vu l'adhésion de nouveaux militants a aussi présenté un bureau exécutif national fort de 29 membres. Tout en apportant son soutien au président du Faso, le parti de l'œuf souhaite une gouvernance plus vertueuse au sommet de l'État. Et à cet effet, l'UNIR PS annonce dans les prochains jours un manifeste sur la rupture et la bonne gouvernance. Retour en classe dès demain pour les élèves en classe d'examen. Ils sont plus de 800 000 et cette reprise se fait dans des conditions particulières. Il y a bien sûr les mesures barrières à respecter, lavage de mains, cache-nez et distanciation physique. Alors toutes les conditions sont-elles réunies? L'une de nos équipes a fait le tour de quelques établissements de la capitale et comme vous allez le voir, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Issa Kafando, Amandine Lalsaga. Un seul dispositif de lavage des mains pour 2 classes d'examen de 50 élèves chacune. Nous sommes à l'école primaire Sacré-Cœur de Norguin, dans le quartier d'Apoya de Ouagadougou. Chantal Ilboudo est directrice adjointe de l'école. Pour cette reprise des classes, elle dit avoir reçu du savon et des masques en nombre suffisant venus du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Seul hic. Un seul dispositif de lave-main pour l'école A et l'école B. Comment on va gérer ça? C'est difficile, on ne sait pas ce qu'on va faire. Ceux de la B vont laver après, ils vont ramener ça en A ou bien franchement, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on attend de voir. Autre établissement, autre réalité. Aucun dispositif de lavage des mains ici, à l'école publique primaire Nemnen 2, nous confie son directeur. Rodrigue Gamené est toujours dans l'attente et nourrit l'espoir pour les heures à venir. On n'a pas reçu de dispositif de lavement de main, malheureusement. Et ça a été une période aussi un peu complexe, souvent pour les bureaux, puisque ça vient à un moment où les fonds sont pratiquement s'amenuisent. Et maintenant, il faut négocier avec ces partenaires-là pour nous aider avec ce matériel. Donc c'était une difficulté, mais néanmoins, on a essayé d'échanger. Ils nous ont promis au moins 2. Au lycée Nelson Mandela, la réalité contraste avec celle de Norguin et de Nemnen 2. Les 10 classes d'examen que compte cet établissement sont équipées de dispositifs de lavage des mains par classe et d'autres sont même stockés dans ce magasin. Nous avons reçu 900 cache-nez, 12 lave-mains et 18 cartons de savon. Chaque élève doit avoir au moins 2 masques. Pour les effectifs, dans les classes de terminale, nous avons en moyenne 50 élèves. Et les classes de 3e, 50 aussi. Voilà. Et nous sommes en train d'œuvrer pour respecter la distanciation dans les classes. Au noble et grand Zenda de Ouagadougou, 20 classes d'examen reprennent avec un effectif de plus de 1200 élèves environ. Et face au manque d'accompagnement, ici, on est un peu plus créatif. Un dispositif pas comme les autres. Nous avons 8 classes de 3e et puis 12 classes de terminale. Et compte tenu du nombre quand même, donc nous avons installé le dispositif de lave-main avec un ensemble d'une centaine de robinets que nous avons implanté au niveau des salles de classe avec un dispositif pour accueillir le savon afin que les élèves puissent se laver les mains à chaque fois que besoin avant d'aller en classe. Nous devons normalement respecter la distanciation physique dans les salles de classe, ce qui va nous amener, si c'est nécessaire, à diviser les classes pour respecter toutes les mesures édictées par le gouvernement dans le sens de la lutte contre cette maladie. Des classes qui s'ouvrent demain avec comme module premier un cours de sensibilisation sur la maladie à coronavirus. Cette pandémie qui a mis à mal le système éducatif burkinabé. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Jean-Emmanuel. Et merci d'être passé donc sur notre plateau. Monsieur le ministre, 2 cache-nez par élève, c'était l'engagement du gouvernement pour cette reprise. Quel est le point que l'on peut faire à la veille de la reprise? Oui, en fait, deux cache-nez pour les élèves et le personnel enseignant ainsi que le personnel administratif des établissements.
c'était pas, mais c'est l'engagement du gouvernement. Et nous travaillons, comme on l'a dit, hein, il n'y a pas eu de secret ni de choses à cacher avec donc la CCTH, la Confédération Coton Textile et Habillement du Burkina Faso, qui travaille à mettre à disposition. Donc, nous avons eu quand même un certain nombre de difficultés, liées au fait que aujourd'hui, dans certaines régions, la capacité donc de production des cache-nez est très faible en termes de couture, et donc la région du centre est celle qui alimente finalement, donc qui vient en renfort donc aux autres régions. Et nous avons commencé depuis donc le vendredi à faire des missions pour mettre à disposition des cache-nez un peu partout. Donc dans la région du centre, ça veut dire que demain tous les élèves n'auront pas de masque? Non, dans la région du centre, les élèves en principe, tous les élèves et tous les enseignants devraient disposer de 2 cache-nez. Pas de problème, mais dans les autres régions, nous commençons par mettre à disposition un cache-nez pour commencer, et nous mettrons au fur et à mesure donc des cache-nez en récupérant les productions supplémentaires que nous avons sur Ouagadougou dans les autres régions. Et là, c'est parti, donc ce travail est en cours. Il y a aussi des difficultés liées à la disponibilité donc, des lave-mains. On l'a vu à Ouagadougou ici. C'est sûr que c'est le même problème également en région. Est-ce que ça également, ce n'est pas quand même un gros manque à gagner pour cette entreprise? Je voudrais déjà dire que le gouvernement, lui, s'est engagé à mettre à disposition donc, des établissements publics comme privés, donc des cache-nez, du savon, donc des affiches donc de sensibilisation à afficher dans chaque salle de classe, public comme du privé, et des modules de sensibilisation donc, qui vont permettre aux enseignants de pouvoir donc, sensibiliser au fur et à mesure à travers un cours. Et donc ce travail est fait. Là, c'était 150 000 exemplaires que nous avons imprimés et partagés pour le module, et 120 000 exemplaires donc, des affiches et tout. Ça, c'est fait. Maintenant, pour le dispositif de lave-main, donc, le gouvernement a appelé donc, toute la communauté. Donc la communauté éducative à se mobiliser, les populations, oui, les populations à se mobiliser, la communauté, donc de façon générale, donc APE, AME, Association des mères éducatrices, Association des parents d'élèves, Comité de gestion des établissements scolaires que nous appelons COGES, les personnes physiques et morales, toute personne comme vous et moi, à se mobiliser pour accompagner donc cette initiative partout où il y a un manque d'approvisionnement en eau potable ou de dispositifs de lavage des mains. Et donc, un peu partout, il y a eu quand même de la mobilisation. Et chaque fois que nous avons reçu donc, des accompagnements, nous avons mis à disposition donc, des établissements. Et il vous souviendra que le vendredi dernier, donc, le ministère en charge de la Santé a mis à notre disposition 80 dispositifs de lave-mains. Nous avons envoyé 20 à Djibo. Et les 60 sont là. Et demain, normalement, les 2 directions régionales du primaire et du post-primaire de la région du centre feront des tours pour faire le point. Le cas de oui, tout à fait. Mais au-delà de ça, les APE posent d'une manière générale les problèmes de ressources, parce que cette année, le coronavirus, bien sûr, a eu un impact sur les entrées de ressources également au niveau de ces associations qui se disent incapables aujourd'hui de répondre à cet appel. Non, déjà, donc, ce que nous allons mettre à disposition, nous avons 60, et demain, le point sera fait d'ici la fin de la matinée, des besoins les plus urgents, ça et là, dans la région du centre, et nous allons mettre à disposition déjà ces 60, et nous profitons donc de vos méthodes pour continuer de lancer cet appel. Maintenant, nous n'avons pas demandé que les communautés se mobilisent pour des lave-mains nécessairement sophistiqués. Il y a des dispositifs que nous appelons Tipitap qui ont été mis à disposition par exemple par Nestlé. C'est des dispositifs de lave-mains qui peuvent être aussi expérimentés. Vous avez vu par exemple au lycée Zenda, c'est d'avoir de l'eau et du savon. Voilà, c'est ça. Au-delà du dispositif de lave-mains que nous connaissons, ils ont essayé de fabriquer, donc mettre à disposition des robinets ça et là. Donc c'est travailler à ce qu'il y ait de la disponibilité en eau. Le savon est mis à disposition et donc tout cela permettra de faire observer certaines mesures barrières. Autre impératif, professeur, c'est le respect bien sûr de la distanciation physique pour des classes où on retrouve 50 élèves voire plus. Est-ce qu'à ce jour, en tout cas, vous êtes assuré que tous les établissements prennent des dispositions pour que cette distanciation-là soit respectée? Il peut arriver qu'en fonction de la taille de la classe, 50 élèves permettent de faire observer la distanciation physique. Il peut arriver que non. Dans tous les cas, nous avons donc, au regard de cette situation, et comme c'est une mesure barrière, nous avons laissé la latitude aux établissements de pouvoir organiser cela, mais nous avons pris le soin au niveau du gouvernement d'adopter un décret portant donc réquisition collective de tous les enseignants. Parce que la fin de l'année scolaire pour les classes intermédiaires ne signifie pas la fin donc des activités pour les enseignants des classes intermédiaires. Et donc, ils sont mis à disposition de leurs établissements pour accompagner donc l'organisation de ces établissements dans le respect des mesures barrières.
Donc, si c'est nécessaire de scinder des classes pour observer, parce qu'il y a des classes qui sont libérées, ils vont accompagner. Mais au-delà de cela, ce qui est important aussi, même si ce n'est pas le cas, ils devraient accompagner pour mieux encadrer. Donc, si vous êtes 2 ou 3 dans une classe, vous encadrez mieux de façon à permettre à ces élèves-là de pouvoir faire de très bons résultats de fin d'année. Monsieur le ministre, 4 syndicats ont quitté la rencontre de concertation que vous avez donc initiée, réitérant bien sûr leurs préalables, notamment l'arrêt des coupures et la suspension de salaire et le remboursement bien sûr des montants retenus. Des syndicats qui rejettent également les mesures prises par le gouvernement pour l'achèvement de l'année. Est-ce que cela ne risque pas de compromettre la reprise demain? Bon, moi je voudrais d'abord dire que je considère que y a 3 syndicats qui ont quitté donc la salle de discussion, parce que à cette salle de discussion, nous avons invité les structures syndicales du MENA, l'éducation. Il se trouve qu'il y a une structure syndicale qui n'est pas du MENA, qui faisait partie donc, du SINTAS, donc qui ne faisait pas partie des syndicats que nous avons invités. Nous considérons que c'est l'action sociale. Donc nous considérons qu'il y a 3 syndicats qui sont partis. Mais tout cela, le plus important, c'est travailler à ce que ces 3 syndicats du système éducatif puissent revenir à la table de discussion pour que nous puissions ensemble travailler donc, à améliorer notre système éducatif. Donc ils ont quitté effectivement parce qu'ils considèrent qu'ils ont posé des préalables et que jusqu'à présent le gouvernement n'a pas daigné répondre, et donc ils préfèrent ne pas se mêler aux discussions. Mais le fait de quitter la table d'éducation ne voudrait pas dire que ces syndicats refusaient de prendre part aux activités pédagogiques qui sont prévues. En tout cas, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Et donc, j'ose espérer effectivement que les militants de ces structures syndicales vont donc effectivement participer aux activités. Et nous sommes toujours ouverts aux discussions. Et les réponses qui ne sont pas encore transmises ne signifient pas que le gouvernement n'est pas donc engagé à continuer les discussions. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas lieu, au regard de l'urgence, de prendre toutes les mesures justement pour désamorcer l'atmosphère au niveau du ministère pour cette reprise-là? Non, le gouvernement a reçu effectivement donc les préoccupations de ces 3 structures en termes donc de préalable, et donc le gouvernement avisera en temps opportun, mais cela ne doit pas empêcher effectivement les activités de se mener. Et je n'ai pas en tout cas souvenance que ces structures aient dit à leurs militants ou à un enseignant que ce soit de ne pas aller donc dans son établissement demain. Monsieur le ministre, des cours qui reprennent, et cela jusqu'au 11 juillet, on a vu dans le même temps, donc depuis hier, les programmes télé, les cours à la télé également qui ont commencé. Beaucoup se posent la question dans quel intérêt, puisque les classes ont repris pour les élèves en classe d'examen. Oui, mais ça c'est en fait circonscrire les défis qui se présentent à l'éducation au seul défi sanitaire. Avant le défi sanitaire, nous faisions face à un défi important qui est le défi sécuritaire, que nous tentons donc de relever depuis 2016. Et donc cette initiative d'utilisation de technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, ce n'est pas une initiative qui a été prise dans le cadre du Covid, mais la situation de crise sanitaire a accéléré le processus. Le 21 février 2019, le chef du gouvernement a fait adopter donc, avec l'ensemble des partenaires du système éducatif, une stratégie de scolarisation des élèves dans les zones à fort défi sécuritaire, et une bonne partie est consacrée justement à ce pan, et nous y travaillons, et là c'est accéléré. Et donc la reprise est importante parce que ça va permettre, puisque là vous avez 1 mois et demi au maximum de cours pour les classes d'examen, ils ont besoin de renforcement, donc ces cours permettront à tous ceux qui pourraient accéder de renforcer leurs connaissances, mais ça permettra aussi à ceux qui ne pourront pas reprendre demain, parce qu'ils sont dans des zones où la situation sécuritaire ne permet pas de pouvoir poursuivre. Et donc, au-delà de cela, nous travaillons à ce que, au-delà donc des classes d'examen pour lesquelles nous avons accéléré le processus, que nous puissions continuer de façon à ce que, en début d'année prochaine ou en milieu d'année prochaine, on puisse avoir ce même dispositif pour l'ensemble des classes de notre pays. Monsieur le ministre, je m'en voudrais de ne pas vous poser également cette question. Cette semaine, il y a eu bien sûr la conférence de presse de la coordination des professeurs du programme Emploi Jeune sur près de 1400. Je crois que c'est plus de 600 qui n'ont pas réussi au test. Aujourd'hui, la coordination dénonce en tout cas le système d'évaluation, le test auquel ils ont été soumis.
notamment la nature des sujets, et la coordination demande dans le même temps l'intégration pure et simple, en tout cas de tous leurs camarades. Est-ce qu'il n'y a pas eu injustice, monsieur le ministre? Non, en fait, c'est pas la semaine dernière, c'est depuis un certain nombre d'années qu'ils ont commencé, depuis en tout cas plus d'une année au moins, qu'ils ont commencé à poser ces différentes revendications. Et donc cette conférence de la semaine qui vient de s'écouler est liée à ceux qui ont échoué au test d'intégration à la fonction publique. Ce qu'il faut dire, c'est un programme qui a été instauré par le gouvernement dans le cadre de l'engagement pris par le chef de l'État dans son programme de société adressé aux Burkinabés, qui consistait à accompagner des étudiants titulaires d'un bac plus 2 au moins des universités à pouvoir s'insérer dans la société ou dans la société. Et c'est ainsi que ce programme a été mis en place. La première promotion a été recrutée par le ministère en charge de la jeunesse. Et en avril, le programme a été lancé en mars 2016. Et en avril 2017, le programme a été rétrocédé au ministère en charge de l'éducation. Alors il faut dire que pour ce programme, justement, ceux qui sont recrutés, on devait faire 5 recrutements. C'est-à-dire que la cible, c'était de recruter 1800 jeunes et 16 800 jeunes. Donc, on devait faire 5 recrutements. Et en fonction des budgets et de la disponibilité financière, on avait fait une sorte de répartition. Nous avons recruté 3 promotions parce que, justement, la coordination des syndicats de l'éducation était totalement opposée à cette forme de recrutement. Aujourd'hui, c'est l'intégration qui fait débat. Non, mais justement, moi, je suis surpris même que certains syndicats qui soutiennent ces gens sont ceux qui se sont battus pour qu'on puisse supprimer cela. Et donc, on s'est accordé, dans le cadre de l'accord que nous avons eu sur le statut valorisant, à mettre fin au processus. Donc, nous avons recruté 3 promotions et nous avons arrêté le processus. Cette première promotion, sur les 4200 qu'on devait recruter, il y avait plus de 5000 demandes et 3150 ont été retenues. Et à la fin du programme, c'est-à-dire dès que vous êtes retenu, à tout le monde peut partir du programme. Il y en a même qui sont partis. Il y en a qui sont partis à la fin de la formation qu'ils ont reçue à l'École normale supérieure de l'Université Norbert Zongo, maintenant l'École normale supérieure de Koudougou et IDS. Il y en a qui sont partis parce que 3 mois après, ils considéraient avoir obtenu des ressources qui leur permettaient peut-être de poursuivre ou ils ont obtenu autre chose. Et il y en a en cours d'exercice de leur fonction. Ils ont réussi à des concours et c'est l'objet. Ils sont partis immédiatement. Vous pouvez partir à tout moment du programme. Mais les 3 derniers... La question, monsieur le ministre. Je reviens à la question. C'est important de le préciser. Maintenant, lorsque vous restez dans le programme pendant 3 ans, à la fin des 3 ans, vous n'êtes plus en contrat avec le ministère en charge de l'éducation et la fonction publique organise un concours d'intégration spécial. Maintenant, la notion de spécial, c'est quoi? C'est que, comme les 1520 qui sont restés dans le programme, le gouvernement a ouvert 1520 postes. Ils sont les seuls à pouvoir composer. Ça voudrait dire quoi? Chacun a son poste, mais il suffit de ne pas avoir une note éliminatoire. Ça, c'est spécifique. Aucun concours de la fonction publique n'est organisé sous ce format. L'année dernière, nous avons organisé un concours pour recruter 1000. Chance, mais ce qu'il dit, c'est que les sujets étaient faits. Oui, donc déjà la spécificité. Donc les 1520, on a ouvert 1520 postes. Il y a 1489 qui ont composé parce que 21 n'ont pas pu justifier d'être titulaires d'un baccalauréat plus 2. Il y en a qui n'avaient pas pu présenter leur baccalauréat, le bac plus 2 et autres. Donc ils n'ont pas été retenus. Et les 1489 ont composé. Il y a des filières où ils ont fait du 100%. Parce que les postes sont là. Et personne d'autre ne compose que eux. Il suffit de ne pas avoir une note éliminatoire, vous avez votre poste. Donc ça, c'est totalement spécifique. Et donc, malheureusement, il y a 660 qui ont échoué. Mais les 660 qui ont échoué, le gouvernement a décidé d'organiser pour la deuxième promotion, où ils sont actuellement 1309. Comme un concours sera organisé pour ces 1309, on ouvre encore 660 postes en plus pour ceux-ci, pour qu'ils puissent prendre part. Et donc, ça, c'est totalement spécifique. Et le chef de l'État a toujours organisé... sans test. Non, on n'a jamais dit qu'on allait intégrer les gens sans test. S'ils ont une preuve écrite, qui disait que le gouvernement allait recruter sans test, qui le présente. Et donc, dire dans des conférences de presse que le chef de l'État a menti, il n'a pas respecté ses engagements, c'est totalement faux. Il a toujours respecté ses engagements, il s'est engagé, il a ouvert le nombre de postes qui correspond à ceux qui sont restés dans le programme. Il y en a qui ont échoué. Et malgré cela, on décide encore d'organiser pour cette année le concours pour les 1309 de la deuxième promotion qui sont là et on va ajouter 660 postes supplémentaires pour eux là. Donc moi, le conseil que je peux leur donner, en tout cas ça n'engage que moi, c'est d'arrêter donc ces différentes conférences de presse et de se préparer pour le concours qui va être organisé pour eux. Merci, monsieur le ministre, d'être passé sur notre plateau suite de ce journal.
Pour l'école Nemnen 1, aucun souci pour la reprise. En plus de la dotation du ministère, l'école a reçu du soutien de la part du Rotary Club, 12 lave-mains, des cartons de savon, des masques et des tables bancs. Un soutien qui ne pouvait pas mieux tomber. Adama Guiti ou Moussissé. Le 1er juin prochain, les élèves des classes de CM2 de l'école Nemnem 1 de Ouagadougou reprendront sereinement le chemin de leur école. Et cela grâce aux dons du Rotary Club de Ouagadougou. Un don composé entre autres de lave-mains, de savon, de gel hydroalcoolique et de cache-nez. Avec cette pandémie, c'est sûr qu'il y a des répercussions au niveau de l'éducation. Il y a des enfants qui vont entrer le 1er juin. Je pense que ce don peut servir déjà à ça en attendant la rentrée prochaine. C'est un don du cœur et ça a une valeur inestimable. Un don d'une valeur inestimable qui permettra aux écoliers de Nemnem 1 de respecter les mesures barrières face à la maladie à coronavirus. Nous les adultes, nous avons déjà pris conscience du danger de la chose, mais avec les enfants, ce n'est pas le cas. D'abord, il y a un travail de sensibilisation à faire, mais ce travail de sensibilisation serait nul si nous n'avons pas de matériel conséquent pour vraiment respecter les mesures barrières. Donc, vraiment, nous sommes très satisfaits de ce don. En plus du matériel de protection, le Rotary Club de Ouagadougou a offert une trentaine de tables bancs et une douzaine de chaises de bureau à l'école primaire publique de Nemnem 1. Vérité et justice pour les militants de l'Organisation démocratique de jeunesse et pour tous les cas d'assassinat, c'est l'une des principales revendications de l'Unité d'action populaire. Cette coalition de syndicats et d'organisations de la société civile était face à la presse ce matin, l'occasion de livrer sa lecture des grands sujets d'intérêt du moment. Jean-Eudes Bayala, Issa Kanana. L'Unité d'action populaire, UAP, réclame vérité et justice pour Fahadou Sissé et Ama Balima, assassiné le 31 mai 2019 à Seba. Face à la presse ce dimanche matin, cette coalition de syndicats et d'organisations de la société civile exige que toute la lumière soit faite sur la mort de ces deux militants de l'Organisation démocratique de jeunesse ODJ, mais aussi des victimes de Yirgou, Kan, Ban et Tanwalbougou. Aujourd'hui, 31 mai 2020, cela fait exactement une année, jour pour jour, que Sissé Fahadou et Balima Aman ont été assassinés à quelques encablures de la ville de Seba. Malheureusement, jusqu'à ce jour, même la simple autopsie, la justice militaire qui gère le dossier ne réussira pas à le faire. Et pour le cas spécifique de Tanwalbougou, la récente sortie du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Fada suscite plus d'interrogations qu'elle n'apporte de réponses, estime l'Unité d'action populaire. Nous avons rencontré le procureur, le même qui a animé la conférence de presse, pour lui faire cas de ce que nous avions pu observer les corps et l'état dans lequel ces corps-là étaient. Nous lui avons apporté des images à l'appui de ce que nous lui disions. Autre sujet abordé par les conférenciers, les récentes mesures du gouvernement pour l'achèvement de l'année scolaire. Les décisions qui ont été prises impactent négativement aussi bien la qualité du système éducatif, mais également introduit des attitudes, des notions d'iniquité entre les apprenants. Et pour nos organisations, ce sont des options inacceptables. L'Unité d'action populaire appelle le gouvernement à engager des discussions franches avec les organisations qui se battent pour de meilleures conditions de vie et de travail des populations. Elle exhorte surtout le gouvernement à mettre tout en œuvre pour que la vérité et la justice soient rendues dans tous les cas qu'elle considère d'assassinats ciblés ou de masse commis au nom de la lutte contre le terrorisme. La chenille légionnaire qui réapparaît dans le Poni en ce début de campagne agricole, je vous le disais, sa principale cible, ce sont les champs de maïs et c'est un véritable cauchemar pour les producteurs qui redoutent de grandes pertes et pour le moment, chacun tente de contrer le ravageur avec les moyens de bord. Oumarou Sayon et Sie Judicaël Poda pour le constat. La saison des pluies annonçait pas que déjà la bête noire des producteurs de maïs s'invite dans les difficultés. La chenille légionnaire, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a fait son apparition dans les champs de maïs de la province du Poni. À la périphérie de Gawa, ce jeune producteur, situé aux abords de la rivière Poni,
a engagé le combat très tôt. On a commencé le semis le 23 avril. Donc 2 semaines après, on a constaté les semis et on a commencé à traiter. Si vous prenez les 2 années passées, c'est des pertes énormes qui sont là pour des producteurs. Donc ça fait des dégâts. Par exemple, si vous prenez Agawa, Djibougou et puis Dano, ça fait vraiment, il y a certains producteurs aujourd'hui qui ne peuvent plus payer 3 sacs d'engrais puisqu'ils sont rentrés dans des pertes. Si les dégâts sont moindres dans ce champ de 7 hectares de maïs Massongo, c'est parce que la menace n'est plus nouvelle. À Danhal, à une dizaine de kilomètres de Gawa, cet entrepreneur agricole, producteur semencier, constate les mêmes dégâts dans son exploitation d'une trentaine d'hectares. Donc à partir du 14e jour, on a senti qu'il y avait déjà l'attaque. Donc on a commencé par les traitements. Mais notre chance aujourd'hui, parce que les autres producteurs n'ont pas encore mis de maïs en place. Alors que vous savez, pour dire de traiter, tout le monde n'accepte pas de traiter au même moment. Alors que si tout le monde traitait au même moment, on pouvait carrément en finir avec les chenilles. Des techniques existent pour prévenir et réduire les risques de voir les plants de maïs ravagés par la chenille légionnaire. Mais une difficulté se pose dans le choix des produits phytosanitaires. Avant de semer, on a des produits. Il y a d'autres qui appellent caïman, des produits. Donc il faut les mélanger avec les semences là pour pouvoir semer. Et d'abord pour prendre les semences, il faut aller avec les semenciers, prendre les semences améliorées pour pouvoir semer. Et maintenant on n'a pas un produit type même pour qu'on puisse dire que c'est tel produit là qui traite ces arts de microbes. L'utilisation des eaux de ruissellement par ces 2 producteurs leur donne une longueur d'avance par rapport aux autres. Mais cette année, la priorité de ces producteurs, c'est le riz. Dans le Houé, pour le moment, aucun ravageur signalé. La campagne s'installe progressivement. Les producteurs en sont pour la plupart aux opérations de préparation de sol et à l'épandage de fumure organique. Aucune inquiétude, rassurent les techniciens, surtout que les intrants promis par le gouvernement sont déjà dans les communes. Constat, Manekayen et Karim Sissé. La zone agricole de Samandeni dans le Houé a enregistré à la date du 28 mai 2020 une pluviométrie de 32 mm. Une quantité de pluie qui a permis à certains producteurs d'entamer les travaux champêtres. Augustin Sanou est un producteur agricole à Sangoulema. Actuellement, avec ses enfants, il s'attelle à l'épandage de la fumée organique et au labour de son champ. Comme nous sommes en début de campagne, nous sommes en train de nous préparer. On ramasse la fumure organique pour mettre dans le champ. Ensuite, on laboure avant de semer. Cette année, je vais faire 10 hectares de maïs et 30 hectares de coton. Ici, nous sommes dans le champ de Christian Sanou. Un demi-hectare emblavé en arachide qui est au stade de levée. Ce producteur dit attendre quelques semaines pour semer les autres spéculations. C'est l'arachide que j'ai semé d'abord. Je compte semer le maïs et le coton après. Parce que si je sème le maïs à l'heure là, je vais perdre à cause de la pluie. Un tour à Sungalo Daga. Là, de façon générale, l'heure est à la préparation des champs. Et pour le directeur provincial en charge de l'agriculture du Houé, l'installation de la campagne se déroule comme prévu. Les prévisions pluviométriques nous disent que nous aurons une campagne un peu précoce. C'est ce qui a pu expliquer un peu les activités un peu sur le terrain que vous avez remarqué et puis certains semis. Aussi, les prévisions pluviométriques nous disent aussi que cette année, nous aurons une campagne des précipitations excédentaires anormales pendant les 3 premiers mois de la campagne pluvieuse. Donc nous sommes dit que comparé à l'année passée, nous sommes toujours dans le temps et nous sommes toujours dans le délai. Pour cette campagne agricole, le ministère de l'Agriculture met à la disposition des producteurs du Houé plus de 822 tonnes de semences améliorées, toutes spéculations confondues, et 1500 tonnes d'engrais. Pour la province du Houé, nous sommes à plus de 85% des dépôts à la date du 27 mai 2019. Nous finissons avec le dépôt des semences à partir du vendredi 28 et vendredi 29 mai 2020. Nous pensons que nous serons à 100% des dépôts au niveau des différentes communes. Ils sont nombreux les producteurs qui attendent les pluies du mois de juin pour entamer comme il se doit les travaux champêtres. Tous pensent
que la prévision de 419 000 tonnes de céréales dans le Houé peut être réalisée si la pluviométrie ne leur joue pas des tours. La fiscalité comme moyen de préservation de l'environnement. La Direction générale de l'économie verte y croit fermement. Le sujet était soumis à la réflexion à Wayouguia. L'idée, c'est de dégager des mécanismes d'imposition favorables aux activités vertes. Kiswen Sida, Irénée Kabore et Karim Bikenga. Comment préserver l'environnement dans un contexte de changement climatique? Ces hommes et ces femmes échangent sur la question à cet atelier de Wayouguia. Parmi les solutions, il se dégage la réforme de la fiscalité environnementale. La fiscalité environnementale, c'est comment effectivement travailler à ce que l'environnement finance l'environnement. Comment est-ce qu'on pourra, à travers donc l'environnement, percevoir aussi non seulement des taxes, mais aussi des mesures incitatives par rapport à ceux qui dépendent donc des ressources naturelles et environnementales de façon globale. Cet atelier va certainement mettre les acteurs au niveau de la région d'accord, parce que ça va leur permettre non seulement de s'approprier le thème, voir quel est son contenu et puis quelle peut être la plus-value de cette fiscalité environnementale. De l'avis des experts, l'Afrique dépend essentiellement du système climatique pour son alimentation. Sauver l'environnement est donc un impératif pour les pays africains comme le Burkina Faso. Le Burkina est un pays sahélien. Aujourd'hui, la question des changements climatiques se pose avec acuité. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut aller vers une économie verte, une économie donc, qui puisse préserver notre milieu naturel. À cet atelier de Wayouguia, les participants ont mis l'accent sur les mines et le maraîchage, deux secteurs à fort impact sur l'environnement et le cadre de vie. À présent, cette action citoyenne dans le Naouri, des populations qui s'organisent pour réhabiliter une partie de la route nationale 25 entre Kampala et Tiebele. Le tronçon, fortement dégradé par les eaux de pluie, était devenu dangereux et c'est à l'appel d'un comité dénommé Action citoyenne que les bonnes volontés se sont mobilisées pour les travaux de réfection. Daouda Ouattara et Olopoda. La scène se passe sur l'axe Kampala-Tiebele. Visiblement, ces populations du Naouri sont motivées pour donner un nouveau visage à cette partie de la RN25. Une route qui était dans un état de dégradation avancée, causant ainsi plusieurs accidents, dont un décès. Avec les pluies de l'année dernière, la voie était déjà partie. Et il nous restait un petit morceau pour que ça puisse se diviser en deux. Donc c'est ça, nous jeunes du Naouri, on s'est engagé, on a dit qu'est-ce qu'on pouvait faire immédiatement. Parce que si on était toujours là assis, on attendait les autorités pour venir en aide, est-ce que c'est sûr qu'ils vont venir trouver la voie toujours en temps ou encore avant que ça ne se divise en deux? C'est à partir de là qu'on a lancé l'idée sur les internautes, sur Facebook, et effectivement les gens ont pris connaissance. Un appel à la mobilisation sur les réseaux sociaux qui a permis dès les premières heures de récolter plus de 600 000 francs CFA et autres contributions volontaires, notamment des tricycles, des tracteurs, des pioches, des pelles, du ciment et divers matériaux venant des personnes de bonne volonté. J'essaie de les guider un peu. Alors, comme ils ont demandé notre accompagnement technique, et on les a montré quoi faire, ils ont fouillé rapidement. On les a demandé s'ils avaient des semis, ils disent qu'ils ont tout. Ils n'avaient pas de gravier. Ils ont vite ramené aussi. Notre fille qui est décédée ici, on n'est pas contente. Parce que si un enfant décède, c'est les mamans. C'est pourquoi nous aussi, on est sortis pour travailler, pour qu'on bouche le trou là, en entendant le gouvernement. Débuté le 25 mai dernier, l'engagement citoyen de ces populations du Naouri a permis de dresser aujourd'hui un béton d'une longueur de plus de 30 mètres. À travers ces travaux communautaires, c'est l'union des fils et filles du Naouri qui se renforce. Il faut que la jeunesse sache que le développement doit commencer par nous-mêmes. Et je suis fier de cette jeunesse. Je suis venu pour les encourager. Ce sont les vrais bulldozers qui sont en train de faire le travail. Rester mobilisés. Pour d'autres actions citoyennes, c'est le mot d'ordre du comité car les défis sont énormes. En témoigne la dégradation de cet ouvrage de franchissement à l'entrée de la commune de Tiebele. Un ouvrage dont les jours sont comptés avec la saison pluvieuse qui se profile à l'horizon. L'association Mères Unies du Sahel, WaterAid, l'UNICEF et Eau Vive, 4 structures aux côtés des jeunes filles déplacées du centre Nord pour marquer la journée de l'hygiène menstruelle.
des kits d'hygiène et surtout des messages de sensibilisation. Initiative bien accueillie par ces filles qui vivent des conditions difficiles. Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Ces filles déplacées reçoivent des kits d'hygiène à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de Massoui à Kaya. L'initiative est de l'association Mains Unies du Sahel. Elle entend ainsi œuvrer à la bonne gestion des menstrues, surtout pour ces filles vulnérables. Le message que nous avons à lancer, c'est de briser le tabou autour de la gestion des menstrues pour dire que nous devons gérer de façon adéquate justement ces menstrues-là, à travers non seulement des dispositifs appropriés, mais également à travers des serviettes et également des sensibilisations de l'eau pour accompagner la jeune fille à mieux gérer ces menstrues-là. Elle ne doit pas avoir honte parce que c'est un phénomène tout à fait naturel. Ça prouve donc qu'elle est femme. Les bénéficiaires du jour se disent satisfaites de cette initiative. Elles promettent briser les barrières pour mieux gérer leurs menstrues. Nous allons mettre en application ce qu'on nous a appris. Nous allons utiliser ces matériels à bon escient. J'invite toutes mes camarades à faire autant car c'est pour notre épanouissement. À cette journée mondiale des menstrues, un plaidoyer a été formulé à l'endroit des autorités régionales. Et le premier responsable de la région appelle tous les leaders à une prise de conscience collective. Il est temps d'agir pour l'épanouissement des filles et de leur réussite scolaire dans notre région. Ensemble, réussissons le pari de briser le silence autour des menstrues. L'association Mains Unies du Sahel entend pérenniser ses actions en faveur des jeunes filles. Des séances de sensibilisation sont prévues les jours à venir pour mieux outiller ces filles sur la gestion hygiénique des menstrues. Autre grand sujet de préoccupation pour les personnes déplacées internes, c'est l'enregistrement des naissances. Cette fois, c'est l'ONG EDUCO, l'UNICEF et l'Union européenne qui unissent leurs efforts à travers le projet PASEC, un projet qui a remis ce vendredi du matériel d'enregistrement aux autorités du Yatenga, Issoufou Kabouré et Moussaki. Balkissa a donné naissance à son bébé sous cet arbre, loin d'un centre secondaire d'état civil. Elle fuyait Barga pour cause d'insécurité. L'enfant ainsi né n'est pas enregistré par les services d'état civil. Pourtant, c'est son premier droit comme tout autre enfant. Un droit auquel l'ONG EDUCO, l'UNICEF et l'Union européenne attachent du prix. L'enfant est au centre de nos actions, les droits de l'enfant sont au centre de nos actions et le droit à la nationalité commence par l'obtention ou l'inscription à un registre d'état civil. Des efforts sont consentis. L'étude de l'UNICEF en 2014 montre même que 8 enfants sur 10 sont enregistrés dans la région du Nord. Mais la situation s'est vite compliquée avec les déplacés internes et surtout le manque de registres dans les centres d'enregistrement. Ce matin, nous avons reçu un important lot de registres de naissance et de décès qui viendront ainsi soulager en tout cas les communes et permettre aux centres secondaires d'état civil nouvellement créés d'être fonctionnels et rapprocher ainsi l'état civil des populations. Cette action entre dans la mise en œuvre du PASEC, le projet d'amélioration du système d'enregistrement des faits d'état civil, et sa finalité, permettre à chaque enfant dans la région du Nord d'avoir entre autres une nationalité, une identité, d'aller à l'école et de voyager. Je vous le disais en titre, bientôt un satellite burkinabé dans l'espace, une utopie, me direz-vous, mais pas du tout. Le projet du chercheur Frédéric Ouattara avance bien à l'université de Koudougou. Il vient de franchir une grande étape, la mise au point de la station au sol. Le satellite, lui, est en cours de réalisation. Roger Kam et Vincent Kendrebeogo. Professeur Frédéric Ouattara, l'homme qui rêve d'envoyer un satellite made in Burkina dans l'espace. L'idée lui est passée par la tête depuis seulement 1 an. Aussitôt, il s'est mis à la tâche. Le projet, il se fait en 3 étapes. Première étape, construire une station au sol que voici. Il s'agit d'un système qui permettra d'être en contact avec le prochain satellite et d'en recueillir les données. Nous avons fini la première étape, qui est la station au sol. On est en train de tester les données pour les affiner. Progressivement, on va installer dans la salle les différents tests nécessaires pour rendre viable le satellite, le test du vide, le test d'IO-choc, le test thermique et le test lié par exemple au champ magnétique, etc.
Cette station permet déjà d'être en contact avec certains satellites observés sur cet écran. Au-dessus de l'immeuble qui abrite le dispositif, il y a cette antenne qui suit déjà le mouvement des satellites. Et la station au sol est ainsi constituée. Deuxième étape. On a commencé la deuxième étape qui est la construction du cube satellite lui-même. Et pour ce faire, ça a été budgétisé. On va acheter les composants comme ce qu'on vient de faire ici. On va faire de l'assemblage à l'université Norbert Zongo ici. Quand on va finir de faire l'assemblage, on va faire les tests. Et après le suite des tests, le cube ça sera prêt pour être embarqué. La deuxième étape sera la mise en orbite du CubeSat. Une étape qui va nécessiter une coopération internationale, aucun pays africain ne disposant d'une station de lancement de fusée. Avec les relations qu'on a dans le cadre des relations interscientifiques, si vous voulez, on peut trouver des pays à même de nous aider à avancer. Mais on peut aussi, à travers les relations de coopération internationale entre le Burkina Faso et les pays qui disposent de fusées de lancement, permettre que ce satellite burkinabé puisse être embarqué dans l'espace. Et le Burkina Faso disposera alors d'un œil dans l'espace nommé Burkina Sat 1. Une première pour un pays d'Afrique francophone à la suite de pays comme le Kenya et le Ghana. Il est toujours bien d'être pionnier quelque part parce qu'on a une satisfaction d'avoir commencé. Et on espère que ça s'est pérennisé après nous. Et ça, je suis fier de le dire, on est un petit pays, certes, mais dans l'espace, on va devenir un grand pays. Voilà le rêve de l'homme qui a déjà embarqué des jeunes dans le projet, comme Alphonse Sandouidi, doctorant en sciences physiques, récemment rentré de Russie. Je me suis lancé parce que le professeur m'a convaincu et il a ouvert la porte de son laboratoire pour moi. C'est la raison pour laquelle je suis là. Et au fur et à mesure qu'on est là, on apprend beaucoup de choses et on commence à s'intéresser petit à petit à la chose. Dernière préoccupation, l'utilité publique de la chose. Pour nous, notre station est d'abord scientifique. Mais ce que nous on veut regarder, c'est l'évolution de la végétation, l'avancement du désert, afin d'aider les parents qui sont paysans à mieux s'adapter à la variation climatique. On pourrait ajouter, si vous embarquez par exemple au bord de votre satellite un radiomètre, vous pouvez mesurer la quantité d'aérosols, de CO2 dans l'espace, etc. Et aussi de l'eau précipitable pour voir la pluviométrie. En fonction de ce que vous voulez, vous embarquez votre appareil, de votre instrument de mesure dans votre satellite et vous aurez ce que vous voulez. Si nous on veut regarder les minéraux, on embarque les appareils nécessaires et on verra la stratification minière du Burkina Faso à partir de l'espace. Professeur Frédéric Ouattara dit bénéficier d'une totale confiance du département de la recherche scientifique et celui des affaires étrangères et même du chef de l'État à qui il a récemment présenté le prix Afrique de l'excellence en sciences spatiales décerné par l'Association américaine des géophysiciens. Le climat paraît alors propice pour lancer Burkina Sat 1. Voilà, ne dit-on pas que rien de grand ne peut se réaliser sans le rêve. Et voilà une information qui devrait encourager le professeur Ouattara dans son projet. Le lancement réussi ce samedi de la fusée SpaceX. Cette fois, c'était la bonne et c'est historique puisque c'est une mission confiée à une société privée par la NASA. 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. La fusée SpaceX a décollé ce samedi du centre spatial Kennedy en Floride, aux États-Unis. 2 astronautes américains se trouvent à bord, Bob Behnken et Doug Hurley. Il s'agit d'un décollage historique puisque c'est la première fois qu'une société privée se voit confier par la NASA une mission de cette envergure. La fusée Falcon 9 de la société fondée par Elon Musk a décollé à 15h22 heure locale. Le premier étage de la fusée s'est détaché comme prévu après 2 minutes de vol alors qu'elle fusait vers le ciel à près de 4000 km/h. Le second étage continue de propulser la capsule Crew Dragon vers sa destination, la Station spatiale internationale.
Voilà, et après 18 heures de vol, les 2 astronautes américains ont rejoint ce dimanche en fin de journée la Station spatiale internationale. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci pour votre attention. Toute l'équipe de cette semaine se joint à moi pour vous souhaiter une bonne reprise de travail demain.